Des fourmis, bonjour. On va faire une visite de la fourmilière. Là, elle est encore, n'est pas encore chauffée, donc elle est encore en train d'hiverner. Mais la température de la pièce a augmenté un peu. On tourne environ à 23 à l'intérieur, donc ça commence à remuer beaucoup plus. Et vous allez voir que même pendant l'hiver, elles ont beaucoup bossé, mes petites fourmis. Vous voyez ces structures qu'elles ont faites. Alors, pardon. À un moment donné, donc elles sont arrivées là-dedans, dans l'aire de chasse, et elles ont commencé à boucher ici le trou qui donnait avec la fourmilière d'à côté, que je bouchais une fois tous les 15 jours pour ouvrir ici, et vice-versa. Donc elles avaient bouché tout le coin, là. Elles devaient sentir que des fourmis voisines arrivaient par ici. Ensuite, elles se sont étendues, elles ont piqué plein de trucs dans le fond, et puis elles ont monté ce monticule. À un moment donné, elles avaient couvert tout ça. C'est incroyable parce que, faire voir, bon, elles, elles ont creusé en dessous. Là, si tu veux passer en dessous, sur le côté. Elles ont creusé en dessous, elles ont tiré toute la mousse et puis même le terreau que j'avais mis. Elles l'ont remonté en haut. C'est fou, regardez ça, cette grotte qu'elles ont fait là-dessous. C'est impressionnant. Quand même, mais marrant, hein. Et cependant, ils ont quand même réussi à faire une sorte de châssis pour faire tenir tout ça, toute la tourbe, tout ça. Parce qu'il y a au moins 4 cm carrés et demi de vide. Elles ont réussi à le faire tenir. C'est dingue, hein. Et puis, un matin, j'arrive. Elles avaient complètement bouché ici, l'arrivée ici. Vous voyez, là, elles ont fait leur petite structure, elles font leur décoration. Mais là, c'était bouché carrément. Alors là, je me suis dit, si ça se trouve, il y a une jeune reine qui est là-dedans, parce que là, c'était beaucoup plus haut, à une période. Et puis, quelques fourmis ont décidé de l'aider à créer sa nouvelle fourmilière. Et puis, dans la journée, elles ont débouché ici. Et tout à coup, elles ont pris tout ce qu'il y avait ici, c'était tout bouché. Et elles ont commencé à le monter ici, un monticule ici. Je sais pas, qu'est-ce qu'elles ont fait ici. Elles font leur petit truc. C'est bizarre. Mais bon, en fait, souvenez-vous que on avait fait un film. On voyait au moins une centaine de fourmis qui sont arrivées sur cette aire de chasse et qui l'ont carrément conquis. Et il est possible qu'on ait une Bonaparte là-dedans, hein, qui est arrivée et puis qui a pris possession du territoire. Et comme on le sait bien, tous les gens qui se considèrent comme des grands conquérants veulent toujours faire de la grande construction qui va rester pour l'éternité pour marquer de leur empreinte le territoire. Alors peut-être qu'ils ont construit ça. Ouais, on peut le voir dans toute l'histoire, hein. On l'a vu avec les pharaons, avec les pyramides, même au temps des seigneurs, c'était celui qui faisait le château le plus gros, le plus costaud. Après, on a eu Louis XVI avec Versailles. On a eu Pompidou avec son tas de tuyaux, Beaubourg. Bon, Mitterrand, lui, il a raté un peu son coup. Il avait donné la retraite à 60 ans, la cinquième semaine, il n'y avait plus de pognon, plus d'esclaves. Il nous a fait une petite pyramide au Louvre, tout en verre. Bon, ça coûtait un peu moins cher, voyez-vous. Et donc, Bonaparte aussi, on y revient, parce qu'il n'aime pas Bonaparte. Au départ, il avait voulu faire une fontaine immense surmontée d'un éléphant place de la République. Mais il a abandonné le projet pour nous faire, comment ça s'appelle, l'Arc de Triomphe. En fait, il est bien passé sous l'Arc de Triomphe, mais ils avaient fait qu'une maquette en bois, grandeur nature. L'Arc de Triomphe, quand il s'est retrouvé à Sainte-Hélène, le chantier a été arrêté, et ça a recommencé de nombreuses années après. Et l'Arc de Triomphe, en fait, a été inauguré en 1840. Il était déjà plus là, il était mort du cancer à Sainte-Hélène. Cancer de l'estomac, je précise, hein. Enfin voilà, bon, tous les grands hommes veulent quelque chose. Et donc, un jour, nous aurons une fourmi genre Bonaparte qui va se pointer ici et qui va crier Soldats, du haut de ce monument, 40 siècles vous contemplent. Ah, et quand il a fait la bataille des pyramides, Napoléon, c'est ce qu'il a dit à ses soldats. Alors je vous dis qu'il est motivé, hein. Les gars, ils sont partis à l'assaut, les Mamelouks, et puis
Les Égyptiens, ils ont pris une raclée monstre. Hein. Bon, ça s'est arrêté là après. Ben oui, et puis il faut dire aussi tous les grands hommes, ils sont des experts en grandes phrases. Hein. Nous, on a eu un bon à une période, c'était De Gaulle. Hein. Quand Paris a été libéré, Paris offensé, Paris outragé, Paris libéré. De bon coup aussi, en Algérie, quand il a fait son discours en Algérie, je ne sais plus c'était quand, 58 je crois. Et là, il arrive, Français d'Algérie, je vous ai compris. Mais bon, c'est les Français d'Algérie qui n'avaient pas compris ce qu'avait compris De Gaulle. Là, ça arrive des fois l'incompréhension. Hein, Et le mieux, c'est à Québec. Au Québec. Et il fait le tour du Québec, je ne sais pas s'il foutait là-bas, il est arrivé à Montréal. Et lui, il n'avait pas besoin de pèlerins pour y préparer des discours. Hein. Il se pointait et puis hop, il discutait. Et à la fin, il sort Vive le Québec libre! Ah ben je vous garantis que le gouvernement canadien n'était pas content. Hein. Bon, mais c'est comme ça, hein. On n'y peut rien. C'est ça. Bon, Bonaparte aussi. Ben, Bonaparte, il a sorti des sévères aussi. Hein. Il a sorti, comment ça s'appelle il y avait un de ses généraux qui n'arrivait pas à faire ce qu'il lui demandait à une bataille, je ne me rappelle plus laquelle. Et puis l'autre, il dit, mais c'est impossible. Et Bonaparte, il dit, impossible n'est pas français. Qu'est-ce que vous voulez répondre à ça? Les mecs, ils se faisaient tuer sur place, quoi. Et il était grossier aussi, hein. On ne dit pas ça, hein, mais Bonaparte, c'était un cas. Hein. Il y avait un jour, quelqu'un lui parlait de Talleyrand, et il dit, Talleyrand, c'est de la merde dans un bas de soie. Ah ouais, c'était pas gentil, hein, mais c'était comme ça. Hein. Bon, enfin bref, pourquoi j'aime pas Napoléon, je vais vous le dire. Je, je vais vous dire pourquoi je n'aime pas Napoléon. C'est parce que quand j'étais petit, j'étais un peu, comment dirais-je, je ne vais pas dire agressif, mais bon, j'étais toujours pris dans des trucs qui ne me regardaient pas, et puis ça finissait toujours par des petites bagarres à la récréation. Et puis j'ai eu un maître d'école qui a trouvé une solution radicale. Il m'a mis responsable de la récréation. Alors ça, c'était un sacré truc. Pas possible, parce que j'ai pris comme punition des mots à faire signer aux parents. Bon, c'est pas grave, parce que je signais moi-même depuis déjà une année. Enfin bref. Et donc, petit à petit, voilà, à un moment donné, je donnais même rendez-vous à mes ennemis derrière l'église, on se bagarrait derrière l'église. Et un jour, je suis rentré, j'avais la poche de la blouse, c'était déchiré, il manquait des boutons. Et la belle-mère, parce que mon père s'était remarié, et puis, disons que la communication verbale avec la belle-mère était assez délicate. Elle s'exprimait beaucoup avec les mains. Et bon, on prenait les paires de baffes, hein. Mais bon, petit à petit, mes soeurs et moi, on s'est habitués. On a progressé dans l'esquive, et puis après, on démarrait comme un lapin et elle n'arrivait pas à nous rattraper, quoi. Alors, ce que j'aimais bien, c'est que des fois, elle disait viens ici, nous autres, on nous fout une baffe. Elle nous prenait pour un chrétien. Ben si, un chrétien. Les chrétiens, ils t'en foutent une baffe, ils tentent l'autre joue pour en avoir une deuxième. Nous, on n'en voulait pas du tout des baffes. Hein. Enfin, donc après, je me battais derrière l'église en slip. Et quand même, j'étais bon parce qu'il n'y a pas qu'un chien. J'ai le slip. C'est vrai. Et puis, ça s'est tassé. Et dans la cour d'école, il y avait toujours des petits garnements un petit peu faillots. Quand ça commençait à chauffer dans un coin, ils arrivaient en courant. Et puis, petit Jean, ils m'appelaient petit Jean à l'époque. Et il y a machin, un truc plus qui vont se battre. Alors, je démarrais en courant. Des fois, je traversais toute la cour. Alors, naturellement, il y avait les petits faillots qui suivaient derrière, et puis en traversant la cour, il y en avait d'autres qui se disaient tiens, va y avoir du spectacle, alors tout le monde se regroupait, et des fois on était 20-25 à arriver à l'endroit où ça commençait à chauffer. Et le maître d'école s'en est aperçu. Alors, il a dû se poser des questions. Ah, ça va pas bien. Il a dû se poser des questions, et puis un jour il m'appelait, il me dit mais c'est quoi là, ce bazar dans... Ah, il y a presque plus d'œufs, vous voyez, depuis qu'on a éteint le machin, il a arrêté de pondre. Hein. Et là, comme on a réchauffé un petit peu, on en voit 3-4 qui se baladent. C'est assez gros, regardez ça, on dirait du caviar, mais fourmis, c'est beau. Hein. Vous avez vu comme ça brille? Ah, c'est beau. On va remettre le chauffage certainement la semaine prochaine. On va augmenter un peu
le radiateur pour remonter la température ambiante, pour pas qu'il y ait un choc thermique trop important. Parce que pendant tout l'hiver, on a tourné entre 19 et 20, et c'était pas mal. Et on voit, il n'y a plus d'œufs. Hein. Elles se sont arrêtées. Hein. La reine a arrêté de pondre. Donc elle s'est bien reposée quand même. Voilà, je ne parle pas beaucoup des fourmis, mais vous voyez le principal. De toute façon, c'est un film, il n'y a pas grand-chose de changé. Hein. Donc le maître d'école m'appelle, et il me dit, c'est quoi ce bazar dans la cour là? T'as créé ta petite armée, tu te prends pour Napoléon? Bon, moi, je savais pas quoi dire. Hein. Je dis, bon, c'est vous qui m'avez dit de faire le chef. Ouais, mais la différence qu'il y a entre toi et Napoléon, c'est que Napoléon, quand il partait en récréation, il emmenait un bouquin pour réviser ses devoirs, tandis que toi, t'écoutes même pas ce qu'on te dit en classe. Ça a perturbé ce truc-là. Je m'étais mis en grève, parce que des fois, je faisais la grève à l'école, je travaillais plus. Et le maître d'école, il a mis 15 jours avant de s'apercevoir que je travaillais pas. Bon, remarquez, entre les moments où je bossais et où je foutais rien, il n'y avait pas une grande différence. C'était difficile pour lui à apprécier ce genre de choses. Mais ça me turlupinait. Et puis, à la maison, mon père lisait beaucoup. Mon père avait fait des études supérieures, il avait poussé loin, il n'était pas bête comme moi. Du reste, un jour, j'étais vachement surpris, on faisait du rangement dans le grenier. Et il y a des gros cartons, il en chope un, le fond, il lâche. Puis il regarde, ah, il dit c'était des prix que j'ai eu à l'école, des prix de fin d'année. Ah, on regarde. Et puis il y avait des années, des fois il avait 4-5 prix. Premier prix de mathématiques, prix d'excellence de ceci, prix de cela. C'était l'enfer. Et puis il y a une petite enveloppe qui tombe, il la ramasse, il l'ouvre. Et c'était une petite carte de bonne année qu'il avait envoyée à sa tante. Il regarde, il dit, ah, regarde ça, j'écrivais bien, hein, je savais ton âge. Ah oui. Et il n'y a pas une faute. Hein. Il ne se rappelait même plus qu'il y avait des enfants qui étaient capables d'écrire sans faute, parce que moi, dans mes dictées et tout ça, le maître d'école, il avait du boulot. Hein. Il y avait du crayon rouge, hein, je vous le dis, qu'il en bouffait. Hein. Et je me rappelle plus que j'en étais, dis. Donc oui, il y avait plein de bouquins à la maison, jusque dans les chiottes. Et dans les chiottes, il y avait les séries noires, il y avait San Antonio, puis plein d'autres bouquins comme ça. Et puis la curiosité s'est emparée de moi. J'ai regardé parce que, bon, je n'allais quand même pas lire non plus des livres d'histoire, parce qu'il y avait Guy Breton, en fait. Il a écrit une série de livres sur les histoires d'amour de l'histoire de France. Et je n'allais pas lire ça, faut pas déconner, j'apprenais même pas à l'école, je n'allais pas me mettre à lire des livres d'histoire à la maison. Et la curiosité s'emporta, j'en prends un, j'ouvre, sur ce qui tombe, Napoléon dit non. Oh, il va me pourrir la vie jusque dans les chiottes. Et donc je commence à lire. Alors donc les Bonaparte, famille d'origine italienne, installée, mince, c'est qu'ils étaient à Ajaccio. Et puis la mère, grosse poule pondeuse, 8 gosses, attention, hein, y aller à la manœuvre. Et les parents déjà, et les parents Bonaparte, ils voulaient que les enfants fassent des études. Donc ils envoyaient à l'école. Et le petit Napoléon, il a eu une bourse. Vous voyez, il y a avec l'humidité, comme les fourmis, ils y sont pas beaucoup, et ça fait de la verdure. C'est marrant, il y a de la petite mousse qui pousse, c'est joli. Et le petit Napoléon a obtenu une bourse, ainsi que son petit frère, je crois, lui, il a suivi le même chemin, mais bon, il n'a pas eu la popularité de Napoléon. Il faut savoir que la popularité, on l'acquiert aussi avec, comment on appelle ça, des faire-valoir. C'est-à-dire que le faire-valoir, c'est... par exemple, Napoléon, il est arrivé à Toulon, et il y avait le général qui s'occupait du siège de Toulon, c'était une nullité. Il a été remplacé, mais avec des appuis politiques, Napoléon a réussi à obtenir le commandement total de toute l'artillerie. C'est là qu'il a fait sa popularité. Quand il est parti en Italie, il est revenu le seul vainqueur, alors qu'il avait deux autres collègues, un en Allemagne qui a ramassé une prune par l'archiduc, et puis un autre qui devait aller envahir l'Irlande, ne me demandez pas pourquoi, lui, il s'est fait balayer par la tempête, il rentre à la nage. Et Bonaparte, il est rentré le seul vainqueur. Les autres étaient ses faire-valoir. Je ne sais pas si tu me comprends, David. Par exemple, toi, quand tu es à côté de Cruz, Cruz, c'est ton faire-valoir. D'accord. Cruz, il est petit, il a les yeux vitreux, il a un gros ventre, tandis que toi, t'es grand, sportif, musclé, t'as l'œil vif. Les filles ne regardent que toi. Par contre, quand t'es à côté de moi, c'est la merde. Voilà.
Ouais, tu dis, il est vieux. Non, bah regarde, c'est comme le fromage, moi. Tu vois la moisissure dessus, mais en dessous, il y a la noblesse du fromage. Et les filles, elles sont perspicaces. C'est pareil, elles voient la moisissure que toi tu vois, mais elles savent en dessous qu'il y a la noblesse du fromage, avec sa force, sa puissance. Et une fois qu'elles l'ont en bouche, elles ne peuvent plus le lâcher. Bon, en attendant, je finis rapidement. Le petit Bonaparte est rentré à l'école de Brienne. Ensuite, il a été à l'école militaire de Paris. Et tenez-vous bien, c'était loin d'être le premier de la classe, même en révisant pendant les récréations. Il est sorti 42e sur 58. Moi, j'avais encore toutes mes chances de devenir empereur. Parce que j'étais toujours dans le quart de la classe. Lui, il n'était même pas dans la moitié. C'était un scandale, vous voyez. Alors, quand le vendredi, quand on est retourné à l'école, j'ai dit au maître d'école, et votre Napoléon, c'était une nullité. Hein. Et mon père, en plus, m'avait dit, parce que j'avais une discussion, il m'avait dit, la récréation, ben, c'est indispensable parce que ça permet de vous vider un peu la tête. Bon, pour moi, il n'y avait pas grand-chose à vider, il faut reconnaître. Mais, et puis de recharger les batteries. Alors vous arrivez, vous reprenez vos cours, vous êtes complètement dedans et vous pouvez vous concentrer au lieu de vous endormir si vous faisiez la journée continue. Hey, le père il était malin, mais je vous dis, il y avait d'instructions. Hein. Voilà, donc moi j'avais encore à l'époque toutes les chances de devenir empereur, mais bon, j'ai pas été à l'école de Brienne. Merci de votre visite. À la prochaine pour une nouvelle leçon d'histoire.